Salut à tous. Suite de cette carrière sur Pro Cycling Manager 2021 avec la Deceuninck Quick Step, avec le menu du jour, c'est Tirreno Adriatico dans son intégralité, autour d'Alaphilippe, et autour de Kasper Asgreen ou bien de Fausto Masnada. On rappelle que précédemment, on a eu la surprise de taper Pogačar, notamment ici au sommet de la Colmiane, mais plus généralement sur ce Paris-Nice, avec Remco Evenepoel qui, sous pic de forme, était supérieur aux Slovènes. Et ça avait suscité quelques questions de ma part, et j'étais allé un peu enquêter grâce à Pro Cycling à PCM CE, à Career Explorer, pour me mettre dans la peau du team UAE et m'apercevoir que si la planification de Pogačar était relativement claire, c'est-à-dire pic plutôt sur les Ardennaises, il aurait manqué un pic, une zone vert foncé à 95% sur Paris-Nice pour pouvoir le rendre plus performant, puisque on avait la déception un petit peu de s'apercevoir que sa forme sur Paris-Nice n'était tout de même pas bien au-dessus de 90%, ce qui ne lui donnait déjà pas le bonus de notes. Et là où on comprend mieux, on comprend quand même mieux qu'il n'ait pas été aussi intouchable qu'il aurait dû l'être. Voilà. Donc, qu'en sera-t-il sur Tirreno Adriatico ? Je propose de voir ça tout à l'heure. On avait également joué, mais là c'était à l'épisode 2, Strade Bianche avec Julien Alaphilippe et toute l'équipe justement qu'on va voir maintenant, avec Tim de Klerk, avec Yves Lampaert, Kasper Asgreen. Tous ceux qui vont aller sur Tirreno étaient sur les Strade Bianche juste avant. Et là, ça s'était passé d'une manière un petit peu frustrante quelque part, puisque la plus grosse concurrence que nous avions, c'était Alexander Kristoff ou Alberto Bettiol. Et donc, on connaît la fin. Allez, variant 2021 de Tirreno Adriatico, c'est parti. Nous n'avons pas Mathieu Van Der Poel qui est blessé, je le précise. Comme ça évite de penser que l'IA n'a pas fait le boulot. Non, Van Der Poel est blessé, sinon peut-être qu'il aurait été présent. Et puis sinon, évidemment, l'opposition principale, vous attendez à Primoz Roglic, n'est-ce pas ? Non, ce sera Wout van Aert qui sera notre principal opposant sur Tirreno. On pourra aussi remarquer que d'autres sont bel et bien là, comme Egan Bernal ou bien comme Miguel Angel Lopez, désormais passé chez Movistar, nous le savons. Donc ça commence avec une étape, je dirais, relativement plane, même s'il y a 3 franchissements d'une légère difficulté dans la première partie d'étape. Pas de zone de vent à signaler sur ce coup-là. Donc voilà. Nous gérons les choses tranquillement et évidemment, sur une étape aussi plane comme celle-là, c'est l'objectif classique avec Deceuninck Quick Step, en tout cas qui le deviendra, c'est essayer de faire aboutir un sprint et de préférence tout faire en sorte pour que l'ami Sam Bennett puisse briller. Je n'aime pas beaucoup jouer avec des sprinters trop forts en général. Maintenant, Sam Bennett était présent, je n'allais pas non plus truquer la partie et le licencier, mais on peut s'attendre très certainement à ce que je ne le reconduise pas, parce que je trouve ça légèrement trop facile de jouer avec quelqu'un comme Sam Bennett au sprint. C'est un petit peu déloyal vis-à-vis du jeu. Voilà, donc nous, on fait le boulot. Tant qu'il est là, par contre, on fait le boulot et on va pas cracher sur la moindre victoire. Donc Sam Bennett va être lancé par Lampaert et surtout Michael Morkov. Probablement Morkov, celui qui est le meilleur poisson pilote du monde. En tout cas, dans le cadre du train de Deceuninck Quick Step, il y a vraiment rien à redire. Morkov, c'est sensationnel. Lampaert sera chargé, vous voyez, d'assurer le relais derrière Kasper Asgreen. Et puis derrière, ça s'emballe. Mais ni la Bora, ni la Groupama FDJ ne pourront, regardez, venir contester quoi que ce soit dès lors que Morkov a lâché le lion Bennett. Voilà, c'est parti. Pourtant, Arnaud Démare a quand même été très très présent. Venez, voyez Van Aert qui vient faire 3e. Déjà, il est lancé le bougre.
Et ce sera une sacrée opposition Alaphilippe Van Aert que ce Tirreno, je vous l'annonce déjà. Donc victoire pour Sam Bennett. Ce qui est bien, c'est que ça nous libère d'un poids en fait, et on pourra éventuellement jouer les autres étapes autrement et ne pas être là à chercher une victoire pour Sam Bennett puisqu'on l'a déjà eu d'entrée. Donc c'est toujours ça de prix. Voilà. Premier maillot de leader également pour l'ami Bennett. Et rien de significatif bien sûr, puisque seules des petites bonifications ici et là ont été distribuées à ce stade, donc pas de commentaires particuliers. On arrive à l'étape 2. Étape 2, très intéressante, celle-là, peut-être plus pour Julien Alaphilippe. Puisque le type d'arrivée s'y prête tout particulièrement. Et le récent Tirreno vient nous le confirmer. 2021, c'était quand même il n'y a pas si longtemps, Tirreno 2021. Et donc, je vais cette fois-ci pas du tout jouer pour Bennett. Je vais jouer pour Julien Alaphilippe, tout bêtement. Voilà. On voit que Team Ineos prend un petit peu la course à son compte. Voilà. Les autres équipes qui ont tendance à prendre la course à leur compte, on le reverra, mais je peux déjà le dire, ce sont la Groupama FDJ lorsque ils pressentent une victoire potentielle d'Arnaud Démare. On voit l'échappée là qui est constituée de certains coureurs comme par exemple Gogel ou Seb Van Mark, entre autres. Et donc outre la Groupama FDJ qui va rouler pour Arnaud Démare, il y aura également parfois la Bora Hansgrohe qui essaiera de faire aboutir des sprints ou des fins d'étape pour Pascal Ackermann. Même Peter Sagan s'y mettra parfois, et Nils Politt également. Ils ont emmené leur équipe, en tout cas partiellement, ils ont amené des coureurs de classique sur ce Tirreno. Et sinon, Team Jumbo-Visma, voilà, Ineos... what else, j'ai envie de dire, c'est du couru d'avance. Vous avez comme ça ici Toluk qui fait le boulot, ça casse en cette fin d'étape, ça a cassé, après ça peut quand même aussi se reconstituer, fait un petit peu l'élastique là, et sous l'impulsion de qui, du Team Ineos, on a tendance quand même à reprendre l'échappée ici. Je vous avoue que j'ai fait un peu de mon effort curseur de temps en temps, histoire d'un petit peu dynamiter cette course. Voilà, attention à ne pas perdre Asgreen. Il y a la présence qu'on notera de Oliver Nassen et de Van Avermaet sur ce Tirreno pour ce qui est de AG2R Citroën. Et donc, voilà, on est en approche de la fin. Donc, on va essayer de monter notre plan de manière convenable, à savoir Asgreen qui donne le maximum ici en protection, puis Van Sevenant la même, il protège Julien Alaphilippe. Alors certes, la protection est de courte durée, mais ça me permet d'économiser de la barre avec Julien, surtout que sa forme ce jour-là est de -1, tiens, Christopher Froome, qui s'est rappelé à notre bon souvenir. Et après, dès qu'on a consommé tout Van Sevenant, on va s'occuper de lâcher le lion. Allez mon Julien, c'est à toi de jouer mon grand, surtout que Van Aert semble vouloir prendre le large. Très bon Wout Van Aert, Vous allez voir, il sera fort tout du long, c'est exceptionnel. Exceptionnel Van Aert. Et sur cette étape 2, écoutez, on va être en difficulté. On ne va pas s'imposer. Celui qui va s'imposer un petit peu à ma grande stupeur, c'est Miguel Angel Lopez. On a également Jakob Fuglsang qui viendra prendre une 3e place derrière Wout Van Aert, et Julien devra se contenter de la 4e. Derrière, les écarts sont importants, puisque Mollema et O'Connor, puis Nelson Paules, ainsi que Nieve ou Philippe Gilbert, viennent devancer Bernal qui prend déjà un éclat. Bernal prend un éclat, ainsi que Higuita par exemple, ou Lutsenko sur cette étape-là. Donc déjà des enseignements de cette étape 2 au niveau du général, puisque outre cette victoire de Miguel Angel Lopez, 4 hommes se détachent pour ce qui est de la victoire finale, à ce stade-là en tout cas, même si on se doute bien que sur l'étape 4, avec l'arrivée au sommet de Prati di Tivo, Bernal pourrait encore avoir son mot à dire avec son 84 en montagne, on l'imagine en tout cas.
Voilà. Donc déjà 2 étapes et une clarification pour ce qui est du classement général. Certains sont plus à suivre que d'autres. L'étape 3, bah, du coup, vu qu'on a raté la victoire sur l'étape 2 pour Julien, c'est mon objectif hein, sur ce Tirreno. Objectif personnel, alors le sponsor veut un top 5 au classement général. En revanche, bah, moi ce serait plutôt top 5, mais également une victoire d'étape pour Julien Alaphilippe et également une victoire d'étape pour Sam Bennett. Voilà un peu mon objectif, tout en sachant qu'à ce stade-là, Casper Asgreen n'a pas trop le moral. Il est en disette, vous savez, c'est ce petit truc là depuis PCM 20. Vous avez le moral des coureurs et parfois les gros coureurs comme ça supportent mal les périodes sans victoire. En tout cas, c'est le cas de Casper Asgreen à ce stade qui est un petit peu dégoûté. Donc, s'il y a une opportunité à l'étape 6 pour faire aboutir une échappée avec Casper Asgreen, je ne m'en priverai pas. Tout dépendra à ce moment-là du classement général. Est-ce qu'il faut essayer de le conserver en l'état ou est-ce qu'on est distancé et à ce moment-là on peut plutôt jouer une échappée? Voilà donc le plan, je vous le dis. Là il y a une grosse difficulté mais courte dans cette étape numéro 3. Mais l'essentiel de l'étape devrait quand même nous permettre... Après il y a ce replat descendant et puis ensuite une petite difficulté. Donc vraiment un terrain là encore pour Julien Alaphilippe. Il va falloir essayer de l'emmener dans de meilleures conditions que précédemment pour essayer d'aller chercher cette fameuse victoire après laquelle je cours. C'est ce que je me dis en fait. Comme on est sur une course de préparation, ça sera pareil sur le Tour du Pays Basque. J'aligne Julien Alaphilippe bien évidemment, mais je l'aligne uniquement en visant une victoire d'étape. Le général est quand même secondaire sur ces coups-là. Et c'est un peu comme dans la réalité, vous avez remarqué souvent un bon Julien en préparation gagne une étape sur un tour de préparation et après advienne que pourra sur le vrai objectif parce que c'est pas toujours évident de faire aboutir les objectifs. Vous voyez ici Asgreen qui faisait l'effort, Alaphilippe dans la roue et puis on va essayer de se méfier de Van Aert qui, regardez, est très très présent. Fuglsang l'est également. Attention, ça sprint à gauche. Et c'est Schachmann qu'on a vu passer très très rapidement. Arnaud Démare est là sur le final de cette étape. Et Julien Alaphilippe devrait peut-être pouvoir s'imposer malgré le retour de Van Aert. Oui, c'est le cas. 1 Alaphilippe, 2 Van Aert, 3 Arnaud Démare. Voilà qui vient nous confirmer les impressions qu'on pouvait avoir jusque-là sur qui va jouer vraiment un rôle sur le général de ce Tirreno. On a vu passer Lopez assez furtivement parmi on va dire le groupe des favoris. Voilà. Il n'y a pas de cassure, il n'y aura pas de temps décompté là-dessus, donc seules les bonifications vont venir apporter une légère modif au classement général qui est Van Aert leader avec la bonif, Lopez deuxième, Alaphilippe troisième, Fuglsang quatrième, et puis derrière il y a tout de suite déjà 37 secondes pour Mollema, O'Connor, etc. Donc il y a déjà une petite confirmation de la tendance de l'étape 2. Victoire, ça veut dire cahier des charges rempli, et puis pour ce qui est du reste, ça commence maintenant. Voilà. Classement général, c'est ici qui va se jouer principalement, dans un premier temps, avec donc l'arrivée au sommet à Pratiditivo. Et là-dessus, vous voyez, on n'est pas trop favori. Bernal 84, Lopez 81, même Sepkus 80. Même si Sepkus et Tobias Foss, par exemple, devraient plutôt jouer la carte Wout van Aert a priori, puisque ça a l'air d'être vraiment le leader de Jumbo-Visma sur ce Tirreno. Et nous, on va consommer nos Morkov, De Klerk, Sam Bennett en protection sur l'essentiel de l'étape pour ensuite essayer de s'expliquer dans le final. Voilà, en regardant un petit peu ce qui restera à Julien pour essayer de suivre les tout meilleurs et tout en sachant qu'il y a intérêt dans ce jeu, comme dans sa version précédente depuis le patch du mois d'août 2020, il y a intérêt à ne pas laisser trop partir les plus forts quand on est en ascension
parce que sinon on risque de ne pas les revoir et tout le monde termine en fringale. Donc finalement les écarts sont stabilisés dans ce cas de figure. Jumbo-Visma roule très très fort. On voit ici Affini, Toluk, Sepkus. Tu vois, c'est pas le moment de faire rouler Sepkus pour moi, mais bon bref. L'IA fait ce qu'elle veut. Et voilà, un petit hors catégorie avant d'aborder l'ascension finale. Je ne me mêle absolument pas des classements annexes. D'accord ? Si le classement par points doit tomber, il tombera. Sinon, peu importe. Je joue à ce stade uniquement le général sur cette étape pour Julien Alaphilippe, parce que ça me chiffonnerait un petit peu de rater l'objectif du sponsor, top 5, qui me paraît atteignable, vu le plateau de coureurs, et puis surtout, tant qu'on n'a pas vu qu'on est bien inférieur sur l'ascension, on baisse pas les bras. Sam Bennett, je fais rouler un petit peu dans la descente, ça c'est juste histoire d'essayer de maintenir l'écart avec l'échappée, et on attaque l'ascension finale. Alors, elle n'est pas hyper difficile pour une partie en tout cas. Par contre, elle est longue. Hein. Elle est longue, elle fait quand même un peu plus que 12 km avec tout de suite un O'Connor de Gala qui s'échappe une première fois, qui est repris, qui s'échappe une deuxième fois. Donc l'ami O'Connor d'AG2R Citroën semble avec de très bonnes jambes ce jour-là. Et puis moi, c'est pas tellement O'Connor que je surveille, puisque je sais très bien que sur le contre-la-montre de l'étape 7, O'Connor ne va pas exister a priori pour le classement général. Moi, c'est plus Fuglsang dans un premier temps que je regarde. On aperçoit George Bennett là qui fait le boulot pour Team Jumbo-Visma. Il est juste devant Fuglsang. Ne pas perdre de vue George Bennett, parce qu'il a un maillot blanc de champion de Nouvelle-Zélande. Mais il faut surtout pas l'oublier, celui-là. Van Aert, vous voyez, avait pris un petit peu de retard, mais se retrouve à devoir combler. Et j'ai lâché Alaphilippe pour essayer déjà de rejoindre le groupe Mollema, Fuglsang, O'Connor. Ce qui était plutôt une bonne opération, parce que Van Aert avait un peu tardé. Puis il y en a un qui est absent ici, là, quand vous regardez les noms à l'avant. Je vous ai parlé d'Egan Bernal, n'est-ce pas ? Où est Egan Bernal ? Se serait-il fait un petit peu tasser et retardé par la présence de Lâché dans cette ascension? Toujours est-il qu'il accuse déjà un petit retard. Et là, ça c'est une première surprise pour moi, de constater le retard d'Egan Bernal. On a O'Connor qui caresse les pédales, il n'y a vraiment pas autre chose à dire. Fuglsang semble calé, Van Aert aussi cale. Je prépare donc mon coup, parce qu'il ne me reste pas grand chose à jouer. Il me reste juste à monter, regardez au max presque l'effort potentiel. J'attends, et à un moment donné je lâche assez violemment, histoire de faire mal à tout le monde. On se cale dans la roue d'O'Connor, et après on va faire ce qu'on peut, parce qu'O'Connor en fait il en avait gardé sous la pédale, le coquin, et donc Julien Alaphilippe ne gagnera pas cette étape. En revanche, et très grosse opération au classement général, puisque vous voyez déjà Fuglsang arrive avec près d'1 minute de déficit, ce qui fera davantage encore même pour Wout van Aert, lequel devrait franchir avec une 20 ou environ. Bernal a remonté sur le tard, donc ça prouve bien la théorie selon laquelle il avait été un peu bloqué et ensuite il a remonté. Et Lopez prend cher. Quand tu n'es pas placé à l'avant sur ces étapes-là, la perte de temps est quasi garantie en fait. Donc assez mal joué tactiquement du team de la part du team Ineos. En revanche, magnifique victoire pour O'Connor, et Julien Alaphilippe vient comme ça taper un très grand coup au général, puisque ce dernier va se retrouver, on l'a compris, va se retrouver leader de Tirreno Adriatico après l'étape 4. Donc voilà, ici Alaphilippe devant O'Connor, légère avance. Par contre, Fuglsang, Van Aert et compagnie se retrouvent avec pas mal de retard, et par exemple Egan Bernal a 2,35 de retard sur Julien Alaphilippe. Waouh. Alors souvenons-nous de cette étape IRL qui était somptueuse, je ne sais pas si vous aviez eu la chance de pouvoir la voir. On avait eu une victoire au sommet de Pogačar, après encore une fois une course merveilleuse, une résistance phénoménale de Van Aert. Julien Alaphilippe s'était relevé, il était dans sa logique à lui, c'est-à-dire phase de préparation, je sais où j'en suis,
je me relève s'il le faut, surtout qu'il avait déjà sa victoire d'étape en poche. Et bon là, évidemment, il en a été autrement. Moi, j'avais mis une forme cible à 95% tout de même pour ce Tirreno. Et c'est vrai que du coup, ça peut suffire déjà pour avoir des formes correctes et un coureur quand même relativement compétitif quand déjà à la base il est mutanesque. Hein. Donc voilà. Mais l'interrogation, elle se porterait autour de Van Aert. Quelle est sa forme réelle? Pourquoi Bernal a-t-il subi de cette façon-là sans pouvoir remonter malgré le 84 en montagne? Le col était assez roulant, hein, au demeurant, on peut le dire. Il était assez roulant, on n'était pas dans le Mortirolo non plus. Hein. J'ai cherché un exemple de col qui est avec beaucoup de pourcentage en Italie. Voilà. L'étape 5 qui vient de commencer déjà depuis quelques dizaines de secondes nous propose un joli défi. C'est une étape un peu traditionnelle sur Tirreno avec une multitude de murs qui se succèdent les uns aux autres. Donc étape d'une grande violence pour ce qui est des efforts, certes brefs, mais bel et bien très violents. On économise, on gère un petit peu nos équipiers afin de laisser Alaphilippe le mieux protégé possible. Et le deuxième homme que je compte protéger, c'est Kasper Asgreen, parce que si quelque chose était possible dans le final, eh bien, pourquoi ne pas essayer d'offrir à Asgreen un peu de satisfaction morale? À voir tout ça. Parce qu'on voit bien qu'on se consomme assez vite. Vous voyez ici, c'est Morkov qui rend les armes, après que De Klerk ait dû se relever. On n'en a plus non plus très longtemps pour ce qui est de Sam Bennett, qui aura déjà fait du très bon taf jusque-là. Yves Lampart, c'est pareil, il y a sa barre jaune qui est quand même relativement entamée. Et puis coup de théâtre sur ce Tirreno, la chute de Wout van Aert ici. Et là vous dites, moi il rentre plus jamais. Bah tu parles. c'est pas connaître Van Aert que se dire que le mec ne rentre plus juste parce qu'il a chuté comme ça. Hein. Non, regardez, il est dans un groupe juste derrière celui-là, là, au sein duquel il y a tous les principaux favoris. Hein. Et Van Aert ici, regardez, nous fait du Van Aert, c'est-à-dire qu'il est en chasse du groupe Alaphilippe. Et malgré, regardez, là il se prend tous les lâchers là, voilà, tous les mecs qui lâchent, normalement ça te ralentit en fait. Quand tu te prends ça, tu t'embourbes un petit peu dans la poursuite. Ouais, mais non. Regardez, là c'est Lampart, Van Sevenen, Sagan qui sont repris par le formidable Belge. Et Van Aert continue. Il lui en reste encore. Je dirais, avec les notes qu'il a, c'est normal. Mais en même temps, IRL, moi je verrais bien le mec capable de remonter. Hein. Ça y est, il est rentré. Voilà, il est rentré. Tellement il est surpuissant, donc pas de problème. Il est rentré. Après, la seule question, c'est dans quel état? Comment est-ce qu'il s'est consommé? Qu'est-ce qu'il va pouvoir encore nous fournir comme effort sur la fin de cette étape 5? Bah déjà, il y a un homme, lui, il s'en fout. Il a un leader dans le groupe, mais il s'en fout complètement, en fait. George Bennett, mec, joue pour lui. Il se dit, non, mais attendez, moi, pas de leader, moi, je m'en fous. Van Aert, il a qu'à se débrouiller, après tout. S'il n'est pas capable de me suivre, ben, tant pis pour lui. Parce que moi, j'ai envie de m'échapper. Hein, donc, George Bennett, ainsi, au mépris de la présence également de tous les autres favoris, et relativement loin de l'arrivée, se fait la belle. Alors, j'ai pas tellement intérêt à rouler trop sur lui, parce que moi, le seul truc que je dois viser à ce moment-là, c'est quand même plutôt le classement général, vu la circonstance, alors qu'au départ, c'était pas l'objectif premier, mais bon, là, vu les circonstances, il faut tant pis laisser du champ à George Bennett. On a bien compris que ça s'éteint derrière. Attention par contre, hein. Ici j'avais voulu suivre un mouvement avec Asgreen, voire même ils ont un peu anticipé ma tentative de remonter. Du coup on se prend avec une petite cassure subie par Julien Alaphilippe. Regardez, heureusement elle va vite être bouchée. Voilà, donc Bennett s'est fait la malle. Il semble difficile à remonter, sauf Fringale. Derrière, les plus forts sont dans ce deuxième groupe.
Et puis on retrouve encore un groupe de 7 coureurs juste derrière ces hommes forts, Fuglsang, Van Aert, Mollema, Alaphilippe, Asgreen. Asgreen qui est quand même en train de canner un peu. Donc là, je le fais, me dis, bon bah ok, les rêves de victoire d'étape, c'est pas pour aujourd'hui. Asgreen, tu donnes tout. Et puis après, avec Julien, on va essayer de voir ce qu'on est capable de faire dans la toute dernière ascension. Alors c'est parti. Alaphilippe, bah j'attaque, hein. Écoutez, hein. Alaphilippe, quelqu'un qui court avec beaucoup de panache, donc autant se faire plaisir, on en a les moyens. Et là on se dit, allez, on va déposer George Bennett. Non, j'ai plus de force. J'ai plus de force, je reste dans la roue de Van Aert, qui quand même finit par payer ses efforts, quand même, faut pas rigoler. Du coup, George Bennett, dans une situation de 2 contre 1, en profite pour réaccélérer, et va comme ça nous déposer, ce qui donne victoire de George Bennett, Jumbo Visma, qui n'aura pas joué très, on va dire, travail d'équipe vis-à-vis de Van Aert. S'il avait œuvré différemment, il aurait pu peut-être faire obtenir à Van Aert la victoire d'étape, et donc la bonif, mais ce ne sera pas le cas. Julien Philippe 2e, Van Aert 3e, et derrière on voit un petit peu l'étendue des dégâts, avec notamment O'Connor, qui perd le Tirreno ce jour-là, avec c'était un peu prévisible en fait. O'Connor, il a des notes physiques correctes, 75 en montagne, 75 en vallon, ce qui ne fait pas non plus de lui une terreur pour s'imposer sur Tirreno, hein. Déjà il a pris une étape, c'est magnifique. D'ailleurs c'est très beau aussi pour George Bennett, donc ça va, il y a des mecs qui prennent leur étape, là c'est assez sympa, j'aime bien ce côté-là. Ne pas avoir gagné là me fait plaisir, à un certain niveau en tout cas. Et puis vous voyez, Bernal qui a encore pris cher. On notera quand même un très bon comportement de Chris Froome, qui est finalement 12e, ce qui est pas mal vu ses notes. 12e, c'est pas mal. Et Alaphilippe possède maintenant une 29 d'avance sur Wout van Aert après cette étape 5. Donc évidemment, il y a une étape 6 encore à venir, mais on a forcément en tête l'étape 7 et le CLM pour se faire une idée de ce que sera le classement général final, puisque sur la 6, on a tout intérêt, nous, à contrôler, et à ne surtout pas tenter de mouvements, je dirais, de panache, même pour essayer d'aller glaner une quelconque victoire d'étape. Non, il faut suivre la logique. La logique, c'est tu as Sam Bennett dans ton équipe, tu as Morkov, tu as Lampard, tu as Asgreen, Tim de Klerk. Je mets Van Sevenen de côté, c'est pas réellement son registre. Et Alaphilippe va juste se contenter en fait de devoir suivre Wout van Aert, hein, sans problème. Donc sur du plat, ça devrait quand même être faisable. Et donc logique d'équipe, c'est tu prépares ton sprint pour George Bennett, et s'il le faut, tu fais rouler 2-3 équipiers pour essayer de maintenir l'écart s'il explose. En la circonstance, l'écart n'a pas explosé, pour une bonne raison, c'est que vous voyez le travail de Groupama FDJ, le travail de Borans Grohe, qui s'en donne à cœur joie devant pour essayer de sauver leur Tirreno par une victoire d'étape. On voit même Maximilian Schachmann qui s'y met. Et ça c'est l'arrivée, hein. Donc on est sur un petit circuit final. On a bien vu que avant l'arrivée il y a un enchaînement de 2 virages, ce qui fait qu'il faudra penser à lancer suffisamment tôt le sprint, ou en tout cas lancer assez tôt l'avant-poisson pilote. Donc ça c'est un truc à garder en mémoire. Oui, ils n'ont pas réussi leur coup, les Borans Grohe, sur l'étape précédente, qui pourtant aurait pu venir dans l'escarcelle de quelqu'un comme Schachmann, hein, ça aurait largement pu le faire. Ça va casser un peu, hein, sur cette fin d'étape, parce que ça durcit beaucoup, il y a un peu de vent, hein, il n'y a pas de zone de vent prévue par le jeu, mais il y a du vent, inexorablement, ça a cassé, et là, voilà, on est dans la zone où on va devoir faire sprinter Asgreen, qui sera donc l'avant-poisson pilote. Morkov étant un peu cuit, avec une très mauvaise forme ce jour-là, Bennett fera le boulot un petit peu tout seul. Non, autant pour moi, mais Morkov était fatigué, il n'avait pas une mauvaise forme, il était fatigué. Bennett n'a pas eu besoin, il avait été mis sur orbite par Kasper Asgreen. Donc il vient comme ça s'imposer de nouveau devant Arnaud Démare. Tiens, jolie place pour Stefano Oldani.
Et voilà, Sam Bennett, il a fait son job. Hein. Il a protégé tout le monde dès lors que c'était nécessaire. Il vient prendre 2 victoires d'étape. C'est un Tirreno retentissant pour lui, surtout que son pic a été touché là sur cette fin de Tirreno. Ce qui fait qu'il sera sous pic de forme à Milan-San Remo. Il sera également sous pic de forme sur un autre objectif pour lui, 3 jours de Bruges-La Panne. Ça, je l'ai prévu pour lui. Et la dernière course un petit peu spectaculaire importante, que j'ai retenue pour Sam Bennett, c'est bien évidemment Gand-Wevelgem. Donc vous voyez, ça fait déjà quelques petites courses là sur lesquelles notre sprinter irlandais va pouvoir se faire plaisir. Et on aborde un sujet, vous allez voir, c'est tendu. Le contre-la-montre sur Pro Cycling Manager 21. Je parle à la mi-juin 2021. Je préfère le dire parce que je sens venir un patch. Pour tout vous dire, je sens venir un patch. Ou si ce n'est pas le cas, alors là, c'est un drame. C'est un drame. Oui, parce que vous venez de le voir. De Klerk, effort 99. C'est-à-dire, mais ça y est, il est fou. Il est fou. Il a craqué. Il joue n'importe comment. En fait, malheureusement, certains témoignages dans les commentaires, certains échanges qu'on a pu avoir avec quelques joueurs, et je vous en remercie vivement, c'est toujours très très productif les échanges dans les commentaires. Vous m'aidez en fait, vous m'aidez à tenter des trucs et à pouvoir ensuite les valider. Enfin bref, c'est super cool. Je remercie tous ceux qui se donnent le mal de le faire. De Clerc 99, tu dis non, le mec a complètement craqué. Non, regardez la barre jaune. Il va en avoir suffisamment pour aller au bout. Donc ça, énorme nouveauté par rapport à PCM20. Si tu faisais du 99 ici avec un coureur sur le CLM final de Tirreno, mais t'avais bouffé ta barre jaune en moins de la moitié du parcours. Non, tout va bien. Tout va bien, la barre jaune n'est pas impactée. Au contraire, donc 99 pour tout le monde, c'est gratos. Vous voyez, je me suis quand même tenté un petit 85 pour Bennett, pour essayer d'appliquer la règle selon laquelle la barre rouge ne disparaît que lorsqu'on monte par rapport à 95. Mais en l'occurrence, vous voyez, même Morkov, qui n'a pas des notes exceptionnelles en prologue, Morkov vient faire un bon temps avec ce 99 tout du long. Alors pour Bennett, du coup, je me dis, allez, tu montes maintenant la barre là, sur le final. Ça pourrait être une stratégie amusante. Voilà, t'as consommé toute ta barre rouge et tu continues à 99, de toute façon, parce que tout va bien. Et il fait un super temps, intermédiaire, provisoire, certes, mais voilà. Donc le 99 tout du long est venu remplacer notre gestion avant du prologue. Alors je me souviens que sur Tirreno, il fallait s'ajuster aux alentours de 78 environ de barres d'effort tout du long, et ça nous permettait de pouvoir envisager de tutoyer la victoire, on va dire, même si c'est un contre-la-montre qui est très difficile à gagner traditionnellement. En sera-t-il ainsi aussi avec ces nouvelles dispositions de contre-la-montre? Du coup, quelque part, je suis au regret de vous dire qu'on a tué le gameplay en fait sur le contre-la-montre. On a tué toute tentative de gameplay, puisque il suffit de vous mettre à 99 en effort en relais infini. Et puis voilà, c'est terminé. Relais infini, 99, on peut pas faire mieux. Donc c'est un peu regrettable. Moi, je vous avoue que j'aimais bien avoir besoin de mesurer quelle intensité d'effort mettre à tel endroit. Alors celui-là est plat, bien sûr, mais dès lors qu'il y avait une bosse, essayer de monter un peu l'intensité tout en prévoyant ensuite de récupérer notre barre jaune par la suite, dans une descente par exemple. Voilà, non. Donc ceci est un petit peu tristouné, je sais pas ce que vous en pensez, mais donc la subtilité de gestion du contre-la-montre n'existe plus, en tout cas à la mi-juin, encore une fois, n'existe plus. J'ose espérer que tout cela pourrait être patché, afin que nous retrouvions un petit peu de possibilités de gameplay sur le contre-la-montre. C'est dommage en tout cas. Allez, Alaphilippe s'élance, Van Aert vient de partir, et donc 99. Alors Julien est à -2 ce jour-là, mais en fait, est-ce qu'on va être impacté par rapport à la fusée Van Aert? On verra bien, on verra bien. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la barre jaune est suffisante pour assumer l'intégralité du prologue à 99.
Donc Van Aert réalise un bon temps, mais pas plus, intermédiaire. Alaphilippe réalise un meilleur temps intermédiaire que Van Aert. Bon, je vous rassure, dans le final, quand même, Van Aert reprendra un petit peu l'avantage. Ouf, quand même. Et voilà. Allez, arrivée de Van Aert. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme temps? Est-ce qu'il va venir inquiéter Affini? Eh bien oui. Van Aert va s'imposer sur ce contre-la-montre, donc magnifique. C'est bien mérité, hein, soit dit en passant. C'est bien mérité. Et Alaphilippe va nous faire un temps très très correct. Qui va donc... Ouais, allez, j'aime bien le final là. Van Aert a fini, Bissegger. Ghana 5ème, le pauvre, comme il a pris cher. Bon, après le reste, c'est un petit peu plus aléatoire en fait. Voilà. On notera la perf de Yves Lampart qui fait 6ème, ma foi. Pourquoi pas, derrière ces noms-là, c'est pas outrageant. Et donc les plus forts sont devant quand même essentiellement, mais le gameplay nous frustre légèrement. Allez, Alaphilippe, vainqueur final de ce Tirreno, devant Van Aert et Fuglsang. C'est un joli podium, inespéré, mais ok, tout va bien. Van Aert, heureusement, a gagné le classement par points, c'est très mérité. Et Bernal, celui du meilleur jeune, rien à redire. Et je crois que c'est Jumbo-Visma qui va se prendre le général par équipe. Alors tout de suite, évidemment, débrief. On va aller fouiner chez Jumbo-Visma et chez Ineos, hein, vous l'avez deviné. Alors, le traditionnel débrief, comme précédemment, je vous avais fait dans l'épisode 3, Team Jumbo-Visma, voilà, contrôle prix après Tirreno. Regardons un petit peu ce que ça donne. On a déjà, moi je vais déjà regarder les pourcentages de forme. Hein. Dans un premier temps, on voit que Primoz Roglic, tout va bien. Il est allé ni sur Paris-Nice, ni sur Tirreno, mais ça va, il n'y a pas de problème. Le mec qui est à la campagne, tranquille, il est en train de tricoter. Ensuite, Van Aert, 93%. C'est dommage quand même. C'est dommage, 93%, pour dire que... Oui, c'est ça, ouais. Donc en fait, on lui avait mis un pic à Omloop, au Wout Van Aert. Il avait eu un pic à Omloop. Et du coup, il était monté en fatigue, bien sûr, avec un débours ici, là, de forme par rapport à la prépa. Ok. Du coup, derrière, on l'a fait se reposer avant Tirreno. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire que ça a été quand même moyennement géré. Parce que si vous vous retrouvez avec ça, c'est-à-dire que c'est nul parce que vous faites baisser votre courbe en fait. Le mec, déjà, il aurait jamais dû avoir un objectif à Omloop. Il aurait dû avoir une forme cible 95, ainsi que éventuellement une forme cible 95 qui englobe Tirreno et Milan-San Remo, voire même une forme 100. Hein, moi, je m'en fiche, hein, mais surtout avec des objectifs qui sont plutôt le tour des Flandres, hein, n'est-ce pas, et par exemple Paris-Roubaix. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer pour un coureur pareil. Le sujet Roglic également, donc, dont on voit que, ok, il n'y a eu aucun pic souhaité jusque-là, aucun pic. En revanche, il est monté en intensité, il a gagné San Juan à 82%, Antalya, Andalusia et il a été ok, d'accord, faire des courses relativement improbables. Il zappe quand même Tirreno Paris-Nice, je suis désolé, j'arrive pas à m'en remettre. Ensuite, il a la Catalogne en ligne de mire. C'est quoi son objectif en première partie de saison à ce mec? C'est quoi ce boxon? Roglic, Amstel, d'accord, ok. Donc il n'est pas encore inscrit parce que l'adjoint de planification va faire le boulot début avril. On n'est qu'en mars, donc ça va. Ok. Donc lui aussi, c'est comme Pogacar, il vise les Ardennaises, puis le Tour de France, et puis quelques objectifs comme ça de fin de saison. Bon, ok. Donc on a déjà l'idée sur quoi est-ce que l'IA a privilégié Roglic. Mais alors, comment est-ce que quelqu'un comme Creswake a été géré? Comment est-ce que quelqu'un comme Dumoulin a été géré? D'ailleurs, est-ce que quelque chose indisponible, voilà. Guérison début juin. Ah, c'est bien, hein, le jeu a fait les choses bien. Tobias Foss, mais fort en fait, Tobias Foss, il est hyper balèze.
Il peut gagner, avec ces notes-là, tu gagnes un grand tour. C'est évident. Lui, il a un objectif sur Pays Basque, Tour de France, UCI Worlds. Ouais, c'est un peu nul en fait. C'est un peu nul parce que ça veut dire qu'ils envoient qui sur le Giro, nos amis là? Ils envoient qui? Ils envoient Affini déjà. Tom Dumoulin n'est pas là. Ils envoient Robert Gesink. Et le reste n'a pas été décidé manifestement. En tout cas, ce sera ni Van Aert ni Roglic. Et du coup, pas Tobias Foss. Donc c'est quand même une erreur. Quand même une erreur de programmation. Peut-être Sepkus. Il a quoi Sepkus? UAE, Tour de France. Non, voilà. Donc on mise tout sur le Tour de France du côté de Team Jumbo-Visma. Quand même Van Aert balèze hein, d'arriver à performer aussi bien avec une aussi mauvaise forme. Et puis sinon, un petit tour du côté de chez Ineos pour essayer d'aller voir la manière dont les choses étaient pensées par le jeu. Donc objectif, on va pas se prendre la tête, hein. Objectif, non pas l'ami Amador, mais Bernal, bien évidemment. Romandie, Dauphiné, Tour de France. Qu'est-ce que c'est que ces objectifs? Mais qu'est-ce que c'est? Il y a eu UAE avant. UAE, Romandie, Dauphiné, Tour de France. Ah, écoutez, je suis sans voix. Je suis sans voix. Carapace a été prévu sur la Vuelta. Il ira aussi faire l'équipier sur le Tour. D'accord, ça va. Que fera Denis? Il ira également faire l'équipier sur le Tour. On l'a pas beaucoup vu hein, sur Paris-Nice, pour être franc. Pourtant, Rohan Dennis a quand même de jolies notes. Ça interpelle. Ça interpelle. Gegenhardt ira sur le Giro, ça je l'avais vu. Mais il y a trop de forme 100% avant, il va arriver cramé sur le Giro. Le mec va arriver complètement cramé, vous voyez. Donc il y a... déjà, rien que sur 4 cas particuliers, on s'aperçoit déjà de certaines hérésies dans la manière dont les choses sont planifiées. Gegenhardt, il était quand même à 99 sur Paris-Nice. On l'a presque pas vu. On l'a presque pas vu. Quel drame. Quel drame total. Sinon, au registre des surprises, on verra... Ah, ça va quand même, il va aller à Gand-Wevelgem. J'allais dire quand même Thomas Pidcock, quoi. Faites-nous-le exister, le Thomas. Parce que c'est un drôle de numéro, celui-là. Hein. Bon, on verra. Il y aura peut-être des objectifs qui vont être déclarés. Ce sera quoi? Gand-Wevelgem, Paris-Roubaix, Flèche Wallonne. Bon, pourquoi pas? N'empêche que là, le mec semble mal en point à ce stade-là. Egan Bernal a également vu sa courbe de fatigue exploser après UAE. Bon, à la limite. Donc, ce qui ressort, je trouve, c'est que Paris-Nice, Tirreno sont moins ciblés que par le passé, par le jeu. Avant, c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de concurrence sur les deux. Et là, manifestement, les objectifs sont plus répartis. Gareth Thomas, il a un début de saison calamiteux. Calamiteux au niveau de la courbe. Puisqu'il se retrouve maintenant à aller en Catalogne. Mais il est à 83% à quelques jours de la Catalogne. Donc c'est irrécupérable en fait. Vous voyez, il y a des erreurs qui sont commises dans la manière de gérer les zones de coupure. Parce que ça fait descendre les coureurs très très bas. Il faudrait absolument améliorer ça. Il faudrait vraiment l'améliorer. Voilà. Donc beaucoup de choses à dire, je m'arrête là. On est, nous, dans notre partie, attention que je charge le bon fichier. Voilà, on est après Tirreno. Et on a de jolies réjouissances à venir. Avec bien évidemment Milan-San Remo dès le début d'épisode prochain, avec des Flandriennes prévues, le round 2. Je n'envoie pas Julien hein, sur le round 2, contrairement à la réalité. Moi je l'envoie au Pays Basque, parce que j'ai envie de sécuriser mon pic pour les Ardennaises. Et puis derrière, voilà, ben, on pourra notamment voir quel sera le comportement de Roglic sur le Tour de Catalogne, où moi j'envoie un seul leader, c'est Jean Almeida.
avec quand même une pléthore de très bons jeunes. Bagioli, Honoré, Van Sevenant, Masnada. Et par contre, pour rouler sur le plat, j'ai pris Case, voire même pour servir de pseudo poisson pilote à Ballerini, qui ira peut-être essayer d'en gratter une. Il y aurait peut-être l'étape 6. Voilà, a priori. Voire la 1, suivant le scénario. Donc, réjouissance à venir, ce seront le Tour de Catalogne et des classiques pavés. Et ça, pour le coup, on les attend forcément avec impatience quand on joue avec cette équipe-là. C'est mon cas. À plus!